Pour vous présenter cette édition, au micro d'Arbouze, Figaro et Marie-André Bélange, à la mise en onde d'Aurelman Belzins. Bonjour Bélange. Bonjour d'Arbouze, bonjour à tous. Les funérailles de l'ex-sénateur Thioneb Delpé seront chantées ce matin 11h en l'église du Sacré-Cœur de Thiorjo. Le combattant politique a droit à des obsèques officielles, ont décidé les autorités en place, a confirmé l'un des frères du défunt Karel Delpé. La dépouille de l'ex-sénateur Delpé, décédé le 27 mai dernier aux États-Unis des suites d'un cancer, a été rapatriée à Port-au-Prince hier après-midi. Elle sera exposée dès 9h du matin au salon funéraire Pax Villa. Le secrétariat général du Conseil des ministres informe que de la tenue jeudi d'un Conseil des ministres autour du projet de la loi des finances rectificatives 2016-2017 suite à l'adoption de ce projet de loi en vertu des articles 92-1, 92-2, 105, 106 et 107 de la Constitution. Le président Jovenel Moïse a décidé de convoquer le corps législatif à l'extraordinaire le mardi 6 juin 2017 pour l'examen et le vote de la loi de finances rectificative. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté une résolution validant l'ordre du jour du Forum des directeurs généraux qui sera convoqué le mardi 20 juin 2017. Ce Forum des directeurs généraux permettra d'assurer le suivi, l'évaluation et l'harmonisation des politiques sectorielles menées ainsi que leur cohérence par rapport à la politique générale du gouvernement. Le lundi 5 juin, la nouvelle date retenue par le ministre des Affaires sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue, pour l'installation des nouveaux membres du Conseil supérieur des salaires. Cette cérémonie était initialement prévue jeudi dernier. Le titulaire du MAST justifie ce report par le fait que certains acteurs du secteur syndical n'avaient pas soumis à temps à l'exécutif les noms de leurs représentants au CSS. L'arrêté nommant les membres du Conseil devrait être publié ce week-end. Michelot Xavier. Alors que par devant la commission Affaires sociales du Sénat, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue, avait annoncé l'installation des nouveaux membres du Conseil supérieur des salaires pour le jeudi 1er juin, cette installation n'a pas eu lieu. Elle est donc reportée au lundi 5 juin, un retard qui s'explique par le fait que certains secteurs concernés ont mis du temps pour soumettre les noms de leurs représentants au CSS, a justifié le titulaire du MAST, Roosevelt Bellevue. Tout secteur ouvrier représentant, syndicat qui lancé grève, bataille ouvrier, hier nous avons rencontré avec eux après-midi. Après échange que nous avons avec eux, finalement, nous avons moins deux noms. Et à partir de là, nous sommes capables de lancer CSS là. Maintenant, nous avons parlé avec le président de la République là. Dans le courant journée, nous allons voir non lui-même pour capable faire choix même ça pour que lundi matin nous mettons CSS à camper sous pied. Les membres du Conseil supérieur des salaires auront 10 jours après leur installation pour produire leur rapport concernant la question du salaire minimum, a poursuivi le numéro 1 du ministère des Affaires sociales et du Travail. Ma balle 10 jours. La mettez sous pied le 5 juin et le 15 juin, il faut qu'il baille rapport. Et à partir de rapport ça, le président est pour le trancher, pour le pont arrêter, pour que la question salaire minimum non fixée et que la crise ça nous finit avec. De notre côté, le ministre Roosevelt Bellevue a informé avoir déjà trouvé un espace confortable qui permettra aux membres du Conseil supérieur des salaires de travailler dans de meilleures conditions. Je vais tout profiter de l'occasion ça pour me dire, moins de temps, joindre local pour CSS là. Depuis 2009, CSS n'a pas jamais local, mais moi-même ma plan à partir de lundi et moi toujours au local pour m'installer là-dedans pour que je sois capable de travailler dans les meilleures conditions et pour que je rôle pour améliorer le climat de l'emploi, pour que créer travail dans le pays, pour que nous combattre la misère en dans le pays. Le titulaire du MAST en a profité pour annoncer la mise sur pied d'une commission qui sera chargée de travailler sur le dossier relatif à la révocation des membres des syndicats renvoyés de leur usine en raison de leur implication dans les mouvements de protestation pour exiger l'augmentation du salaire minimum. Il y a un pile plaignant qui fait concernant syndicat. Il y a un syndicat qui dit yo bat membre. Il y a un qui dit yo révoqué en pile nan yo. Ministère Affaires sociales. Dans ce sens ça, va mettre une commission d'enquête sous pied. Tout membre syndicat qui révoqué mal négociation à entamé pour que retourne dans le poste. Mais en même temps tout, on a invité les membres syndicats pour respecter la loi. Nous pas qu'à accepter aucun syndicat pour craser l'entreprise. Enfin, Roosevelt Bellevue a appelé les ouvriers au calme. Il a rappelé que des mesures d'accompagnement ont déjà été prises en leur faveur.
Il s'agit notamment d'un accompagnement dans les domaines du transport et de l'alimentation et la mise à leur disposition de cartes d'assurance santé à l'OFATMA. Michel Xavier, Vision 2000. Merci Xavier. Dans le cadre des démarches visant à trouver une issue à la crise dans le secteur de la sous-traitance, le président de la Commission Affaires sociales du Sénat, Antonio Cherami, annonce une nouvelle rencontre lundi prochain. Les patrons, les responsables des syndicats du textile et le ministre des Affaires sociales, Roosevelt Bellevue, sont attendus à cette rencontre, a fait savoir le sénateur Antonio Cherami. Écoutez ses précisions au micro de Yandi France Fidel. Commission avec le ministre des Affaires sociales là, nous conclut pour lundi 5 pour une séance de travail entre syndicats, patrons et ministre des Affaires sociales là. Et c'est ça nous conclut. Mais le ministre a dit tout, il peut chita avec syndicats qui sont dans la rue. Syndicats que ça a révoqué, il peut chita avec patrons pour permettre que les gens reprennent le travail. Il peut chita avec syndicats pour voir qui gens sont capables d'avancer. Et moi-même, c'est dans ce sens ça, moi, j'étais allé tout, je me dis, avancer. Lundi, nous attendons vraiment pour nos chita, patrons, syndicats, ministre des Affaires sociales là, pour permettre que on solution joigne là, ici, là, dans le Parlement. Et nous avons par rapport avec toutes les recommandations de faire. Et nous te dit, ministre, il faut qu'il tienne compte de syndicats qui sont dans la rue. Il faut que le parcours monte en CSS contre les gens qui sont dans la rue, mais il faut le monter en CSS ensemble avec eux. Parce que c'est les syndicats qui étaient venus dans le Parlement, qui étaient déposés, qui ont les revendications. Et c'est ça que fait nous venons conclure. Après toute discussion nous fait, nous venons conclure, il faut que les chita qui fait dans le Parlement, lundi, patron à présent, ministre à présent, et nous-mêmes au niveau commission affaires sociales là, nous à présent, et c'est ça nous avons conclu. Et je pense lundi, et nous avons invité toute presse là, dans la salle des commissions, pour venir couvrir l'événement ça. Côté patron, syndicat et ministre pour aller chita ensemble pour voir comment on peut sortir dans la crise ça. Et moi écrit et l'être là à joindre là dans le moment côté m'a pas la vol. L'être là à joindre parce qu'il supposé à joindre 48 heures avant. Moi voyez l'être là. Et le ministre tout son décision nous prend ensemble. Son décision nous prend ensemble pour Gonchita qui fait entre patron, syndicat ouvrier et lui-même ministre pour permettre que bagaille avance. Jusqu'à présent, moi-même c'est là que mieux. Je ne sais pas si il y a avancé qui fait derrière, mais moi-même c'est là que mieux. En dernière nouvelle, nous avons appris que nos conférences de presse, le ministre de la Bataille a annoncé pratiquement les batailles ouvriers, délégués de monde et puis les commissions qui ont fonctionné à partir de jeudi à même. Ce sont bonnes nouvelles pour nous. Bon, si le ministre a annoncé bataille ouvrier, voyez deux monde, je pense que bataille ouvrier sont structure qui est crédible dans le secteur. Si il voyait deux monde, félicitations. Ça veut dire, je pense que le travail va avancer. Même tu as souhaité que ces batailles ouvriers vraiment, le ministre n'a pas dit la pression parole, et puis qu'on y a son autre bagaille il fait. Parce que je me dit, ministre, ça, il faut être très prudent pour ne pas jouer de coquin. Et puis pour bagaille la gâter, il faut salaire monter non seulement dans la sous-traitance, mais il faut le monter dans la banque, il faut qu'il monte dans la maquette, il faut le monter dans l'hôpital, infirmière, il faut le monter pour les journalistes, il faut le monter pour tout le monde qui travaille dans le pays. Non, jusqu'à présent, revendication ouvrière, c'est 800 gouttes. Si tu as 50 gouttes, sénateur Kato, ça qu'a fait. Je ne vais pas même parler de ça, parce que jusqu'à présent, quand on va parler là, c'est 800 gouttes ouvrières qui sont table. Plusieurs organisations sociales, dont l'UNO, le MOLEGAF, le FENATRAS, le MODEP, le SPM à Bataille, Ouvrier et SEC Gramsci annoncent une journée de manifestation dans les rues de la capitale lundi prochain. Cette manifestation aura plusieurs objectifs: exiger le gouvernement satisfaire les revendications des enseignants ainsi que celles des ouvriers de la sous-traitance et des travailleurs en santé, et à revenir sur la décision d'augmenter les prix des carburants. Écoutez à ce sujet les précisions de Dominique Raisin du MOLEGAF et Ben Cadet de l'UNO au micro de Réginald Aurélus. Nous-mêmes, c'est une organisation, tant que ESPMBO, INO, FENATRAS, MOLEGAF, MODEP, c'est Gramsci, nous dénonçons à toute force nous, la répression la police a fait sur ouvriers. Nous dénonçons tout.
actes intimidation, révocation et séquestration patrouille à faire sous ouvriers pour empêcher de continuer à mobiliser. Nous dénonçons manœuvre dilatoire pour voir tête calée tête la faire avec syndicats enseignants avec travail et la santé. Nous avons profité de l'occasion de ça tout pour nous dénoncer attitude immorale ministère de l'Éducation nationale qui voulait faire examen sans élèves pour arriver chita sous l'école depuis plusieurs semaines dans souci pour craser grève enseignants. Globalement, ouvriers en deux pays et étudiants en deux pays a bataille pour meilleures conditions de vie et de travail. Donc c'est dans ce sens ça, nous-mêmes, nous décidons de mettre tête nous ensemble pour nous faire une bataille commune. Et pour nous dire adversaire là, qui c'est principalement l'État, pour résoudre la crise qu'a brassé Bill ensemble de secteurs dans le pays. Population en général, tout ouvrier, lundi, bonheur, à 9h, tape 5 juin. Nous avons devant l'école normale supérieure. Nous avons pour nous dire autorité de pays, crise qui est dans le secteur éducation, il n'y a pas qu'à attendre encore. Nous avons mobilisé pour le secteur santé, revendication satisfaite, nous avons mobilisé pour prix gaz à descendre rapidement. Nous annonçons manifestation pour lundi, c'est ça? Lundi 5 juin. Mais le ministère de l'Éducation nationale là, il a annoncé un ensemble de mesures qui prend, donc qui va commencer à mettre en application dans le jour. Et nous-mêmes nous annonçons manifestation. Donc qui ça qui fait que nous ne pouvons pas faire par rapport avec les mesures qu'il a annoncées? Cela fait plus que 15 jours depuis mesures ça l'a annoncé pour le prendre. Mais jusqu'à présent, pour qu'on ait une concrétisation, regardez par exemple le cas d'un ensemble d'étudiants stagiaires de l'école normale supérieure, le ministre a dit qu'il a besoin de lettre depuis fin mai. Début juin, on a besoin de chèque. Côté lettre, côté chèque, jusqu'à présent, pas rien. Hier, nous faisons un mouvement dans la rue, donc il y a des gens qui reprochent le comportement élèves de gain, donc qui s'en a tout ça, comme leader de la manifestation. Nous-mêmes, ça fondamental, c'est que il y a des élèves qui sont dans la rue pour demander qui ça, pour demander professeur. Pour dire, faut que le professeur vienne faire cours, parce qu'il y a plus passé au mois, il n'y a pas joué un enseignant. La grève des employés de l'école de la magistrature se poursuit. Les grévistes réclament le paiement de 8 mois d'arrêt de salaire et la révocation du directeur général, de l'administrateur et du comptable de l'institution accusé de mauvaise gestion. Écoutez un extrait de l'ambiance qui régnait hier dans les locaux de l'école de la magistrature après avoir suivi des déclarations de quelques protestataires. Départ directeur Kessler Michel Termesi pour lui quitter l'école là, l'a tout payé de 6 ans. Pour l'aller dans la cassation, côté au payé parce qu'elle toujours dit Naïma, ce service là n'est pas touché. Nous demandons administrateur Jean-Joseph Dosseli, qui a fait caser l'école là, pour le rachement de la terre blanche. Nous demandons pour chef comptable Whistler Delia, qui a coupé raché avec administrateur pour quitter l'école là. Parce que il y a sous-ces EMA, trop, nous pas capables encore. Employés EMA, contractuels, pas touché depuis 8 mois. Et puis l'argent a gaspillé dans la réparation machine seulement. Machine directeur Michel Kessler Termesi réparée pour 980 000 gouttes. Action RAV 4, 400 000 gouttes. Nous avons demandé pour le ministre de Justice là, agir pour nous tout de suite pour crise là, lever dans EMA. Employés EMA ont besoin de travail. Pendant nous dans la grève là, directeur, administrateur, avec comptable, il a venu pendant le week-end. Nous avons terminé ça pour nous tout de suite. Et pendant préparer le budget EMA, il y a un bureau EMA qui est en cassation. Et nous connaissons EMA par cassation, cassation par EMA. Même formateur l'école là qui a formé élèves, il y a combien de mois à toucher, tandis que comme là, sous budget l'école là, il va pas payer. Je 8 mois à toucher parce que je dis à 2 juin. 8 mois à toucher. Regarde qu'il y a pas toucher rien. Dans la partie sécurité, il y a 2 seulement qui emploient l'État. L'autre sécurité, il n'y a pas employer l'État. Tandis que la DIO va faire deux demandes auprès du ministre juste pour nous employer 4 autres sécurités. Ça n'a pas été fait. Combien de temps vous gagnez des portes de moi, c'est année ça après c'est fait 16 ans. Pourquoi je m'emploie? Je vais jamais employer. Moi-même, pour me demander pour moi-même pour employer. Et pas moi seulement, nous 4 autres nègres employés normalement. Pour ne pas payer nous, moi ça fait 8 mois que je ne vais pas nous.
Signature hier d'une déclaration conjointe portant sur la bonne gouvernance entre l'exécutif, le Parlement et un groupe de travail de la société civile. Elle vise à renforcer la gouvernance dans le pays, a dit le ministre de l'économie et des finances, Jude Alix Patrick Salomon, soulignant que cette gouvernance doit déboucher sur une plus grande transparence et rigueur dans la gestion de la chose publique. Le ministre Jude Alix Patrick Salomon. Le dialogue tripartite qui est initié aujourd'hui vise particulièrement au renforcement de la gouvernance de l'État. Cette gouvernance doit déboucher normalement sur une plus grande transparence et une plus grande rigueur dans la gestion de la chose publique. La mauvaise habitude qu'on a développée vient du fait qu'il y a une certaine incompréhension, une certaine méconnaissance des rôles et des responsabilités de chacun, ce qui peut provoquer de la suspicion et qui débouche sur de la confrontation. Je crois que ce dialogue qui est initié aujourd'hui et qui doit se poursuivre devrait nous permettre d'assurer une meilleure responsabilisation des uns et des autres, qu'ils s'investissent du rôle qui est le leur. Quand je dis le rôle, je parle en particulier des institutions, mais je parle aussi de ceux qui habitent, de ceux qui vivent et qui font vivre les institutions, qu'ils soient mieux imbus de leur rôle et responsabilités et qu'ils les assument avec rigueur, transparence, mais également avec le sens de la pérennité de l'État. Je devrais aussi remercier en particulier le Parlement, la société civile et ceux de l'exécutif qui se sont évertués aujourd'hui à décliner les difficultés qu'ils confrontent et à trouver ensemble, à dégager ensemble des avenues de coopération. Mais je dois particulièrement remercier ici l'Union européenne qui a initié et inspiré ce processus. Donc on estime que c'est un pas, mais c'est un grand pas qui est fait dans le cadre d'une meilleure maîtrise de la gestion publique dans un souci de responsabilité. L'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degier, se montre satisfait de la signature de cette déclaration. Il dit espérer que ce dialogue va aider à une meilleure gestion des fonds publics. L'ambassadeur Vincent Degier. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, l'Union européenne est engagée aux côtés de l'État haïtien à travers l'appui budgétaire qui a pour objectif précisément d'aider à renforcer la gouvernance en Haïti. La gouvernance dans 3 domaines particuliers qui nous intéressent, les finances publiques, la réforme de l'administration publique et aussi la réforme de l'éducation. Alors aujourd'hui, le thème qui nous réunissait, c'était précisément la réforme des finances publiques. L'idée qui était derrière cette réunion d'aujourd'hui, c'était de stimuler un dialogue franc, direct, mais aussi constructif bien sûr, entre les parties prenantes, à savoir l'exécutif qui est dans sa responsabilité de mise en œuvre de finances publiques, que ce soit au niveau des recettes comme des dépenses publiques et la bonne utilisation de cet argent public, dans le rôle du Parlement qui est tout à fait fondamental pour assurer effectivement le contrôle du fonctionnement de l'exécutif et veiller précisément à ce que les bons contrôles soient exercés et que l'on ait un impact des résultats de la dépense publique. Mais aussi, il faut une satisfaction. C'est la satisfaction du citoyen et je crois qu'il est essentiel dans ce contexte-là que le citoyen soit également partie prenante à la réflexion, à la discussion, à la critique, à la proposition et c'est tout à fait le rôle qui est dévolu à la société civile haïtienne ici représentée également. Donc on a voulu effectivement aujourd'hui avoir les 3 acteurs clés autour de la table qui puissent exprimer leur vision, leur volonté d'amélioration et de changement, leur critique constructive pour permettre d'améliorer le service à la population qui est l'objectif fondamental que nous poursuivons ici aujourd'hui. Le député Price Cyprien et le directeur exécutif de l'ISC, Ronnie Desroches, se félicitent de l'initiation de ce dialogue tripartite qui devrait favoriser la bonne gouvernance dans le pays. Le député Price Cyprien, suivi du professeur Ronnie Desroches.
Je peux dire que c'est pour nous une grande première, cette possibilité de pouvoir s'asseoir pour discuter, dialoguer autour d'un projet national. On doit remercier l'ambassadeur d'avoir initié ce dialogue tripartite, ce qui nous permettra de voir comment avancer vers les objectifs de développement durable et puis faire le vivre ensemble. Au niveau du Parlement, essayer de voir comment, avec l'exécutif, assurer la bonne gouvernance. Et je pense qu'à travers ce dialogue, on va commencer pour voir comment assurer la bonne gouvernance et permettre que ce pays, dans les prochaines années, aille de l'avant. Et nous, au niveau du Parlement, nous allons nous atteler à pouvoir assurer notre fonction. On va voir comment aménager des passerelles de collaboration entre les pouvoirs pour assurer ce dialogue qui va nous amener vers une sorte de pérennisation de la bonne gouvernance en Haïti. Au cours de ces derniers mois, des représentants de plusieurs organisations de la société civile ont travaillé ensemble pour réfléchir sur ce dialogue tripartite, exécutif, législatif et société civile. Et plus particulièrement, ils ont travaillé sur la problématique de la gestion des finances publiques. C'est ainsi qu'aujourd'hui, des représentants de la société civile ont pu clarifier leur rôle pour une meilleure gestion des finances publiques et ils ont pu également faire part à l'exécutif et au Parlement de leurs préoccupations, des questions que tous ces représentants de la société civile se posent en ce qui concerne le renforcement de la fiscalité, la pression fiscale, en ce qui concerne la question des taxes, mais aussi en ce qui concerne l'allocation des ressources de l'État, en ce qui concerne les collectivités territoriales. Ce sont autant de questions importantes pour la société civile. Il faut dire que c'est le député Yvon Geste qui avait donné lecture du projet de déclaration conjointe signé par le législatif, l'exécutif et la société civile. Suivez un extrait. Alors, première session de dialogue tripartite sur la réforme des finances publiques, exécutif, législatif, groupe de travail de la société civile. Projet de déclaration conjointe. À l'occasion de la première session d'un dialogue tripartite, exécutif, législatif, société civile, organisé dans le cadre des activités associées au programme d'appui budgétaire à la consolidation de l'État, convenu entre l'État haïtien et la Commission européenne, après des échanges fructueux sur la nécessité de coopérer à une bonne gestion des finances publiques et après clarification du rôle respectif que chacune des parties est appelée à jouer en vue d'arriver à cette fin, nous, en tant que citoyens, citoyennes, œuvrant dans des secteurs respectifs de l'exécutif, du législatif et de la société civile, avons décidé de signer conjointement la présente déclaration. Considérant les énormes attentes de la population en ce qui concerne la lutte contre la faim, la sécurité des vies et des biens, une éducation de qualité accessible à tous, le relèvement de son pouvoir d'achat, une formation technique et professionnelle correspondant aux besoins du marché du travail et qui assure des perspectives d'avenir réelles, un enseignement supérieur de qualité, des soins de santé disponibles à une distance raisonnable et dans des conditions accessibles pour les démunis, un approvisionnement en eau potable, tant en milieu urbain que rural, l'accès au crédit et un encadrement technique pour le monde rural, un environnement sécurisant et salubre, des opportunités d'emploi stables et gratifiantes, accès à une justice correcte, équitable, non partisane, efficace et des conditions de vie humaine pour détenus et prisonniers. Une plus grande disponibilité de l'énergie électrique, un plus grand équilibre des allocations budgétaires au niveau territorial.
Merci de nous être fidèles. Bienvenue, madame, monsieur, dans la deuxième partie du journal. Lancement hier vendredi à l'hôtel Marriott de la pyramide alimentaire haïtienne intitulée Mon assiette, une initiative du ministère de la Santé publique et de la population supportée par l'USAID qui vise à sensibiliser la population sur la nécessité d'avoir une meilleure pratique alimentaire. Mon assiette est une gamme pyramidale qui représente le nombre optimal de portions à consommer quotidiennement dans chacun des groupes alimentaire de base pour rester et vivre en santé. La ministre de la Santé publique, Marie-Greta Roy-Clément, affirme que la surveillance nutritionnelle constitue un axe d'intervention prioritaire pour son ministère. Écoutez ces déclarations. Écoutez les déclarations. La cérémonie de ce jour rentre en droite ligne dans cette dynamique d'approche intégrée de l'offre de services de santé que le ministère de la Santé publique et de la population est en train de prôner depuis ces dernières années. Le paquet essentiel du service ou PES n'est pas une panacée, mais représente plutôt une passerelle de gamme de soins que nous comptons aménager pour nous rapprocher de la population. Au cœur de ce système national de santé vraiment innovant dont nous devons nous inspirer, nous sommes en droit de croire que la surveillance nutritionnelle constitue un axe d'intervention prioritaire. Le secteur de la santé doit se mettre en mode opératoire plus agressif. Ce que nous mangeons a un impact direct sur notre santé. En effet, des repas variés et équilibrés sont le meilleur moyen de protéger son corps contre de nombreuses maladies, telles que les pathologies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, le cancer, le diabète, l'Alzheimer, l'obésité, pour ne citer que celles-là, à côté des problèmes nutritionnels de carence. La politique nationale de nutrition, publiée en janvier 2013, cette politique nationale a pour objectif la prévention nutritionnelle de la famille. Aussi, pour promouvoir une bonne alimentation et prévenir plus efficacement les maladies chroniques liées à la nutrition comme élément de base de cette nouvelle pyramide alimentaire haïtienne que nous lançons aujourd'hui avec le support de nos partenaires, nous devons identifier les interventions qui tiennent pleinement compte des changements nécessaires au niveau individuel ainsi que des modifications sociales et environnementales qui faciliteront des choix plus sains à des aliments locaux disponibles et accessibles. Le Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine, qui a pris part à cette activité, a assuré que son gouvernement prendra les dispositions nécessaires en vue de la réussite de ce projet. Il a remercié l'USAID pour son accompagnement. Le Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine. Le gouvernement Moïse Lafontaine, que j'ai l'insigne honneur de diriger, éprouve un réel plaisir à participer au lancement de cette pyramide alimentaire haïtienne qui est une activité conjointe du ministère de la Santé publique et de la population et de l'USAID. C'est l'occasion pour moi de remercier le peuple et le gouvernement américain de leur support pour l'introduction de cet outil dans la gestion nutritionnelle des enfants et des adultes haïtiens. Ce pays auquel nous aspirons tous ne pourra être construit sans des citoyens haïtiens forts, robustes et en bonne santé. Et pour y arriver, nous devons unir nos forces, galvaniser nos énergies dans le sens des grandes orientations fixées par mon gouvernement dans la feuille de route remise à la titulaire du MSPP. C'est donc avec une légitime fierté que la primature appuie cette initiative qui vise à sensibiliser la population sur la nécessité de pratiquer de meilleures pratiques alimentaires. Il s'agit donc d'un document qui aborde des questions d'hygiène alimentaire de manière rationnelle, tant au point de vue qualitatif que quantitatif. Déjà, je peux vous donner la garantie qu'au niveau de mon gouvernement, des balises sont en train d'être mises en place pour que ce secteur reçoive l'attention qu'il mérite. Cela devrait pouvoir se refléter dans le budget rectificatif et le budget de l'exercice
2018. Je convie donc tous les partenaires du MSPP à poursuivre leurs appuis techniques et financiers en vue de l'émergence d'une nouvelle classe d'Haïtiennes et d'Haïtiens en situation nutritionnelle acceptable et prête à se mettre au service de notre Haïti chérie. Pour sa part, le chargé d'affaires AI de l'USAID en Haïti, Brian Choukan, ne cache lui non plus sa satisfaction. Il donne la garantie que l'USAID accompagnera le MSPP dans la prochaine phase de ce programme alimentaire. Écoutez les déclarations du chargé d'affaires AI de l'USAID, Brian Choukan. J'ai l'immense plaisir de participer avec vous aujourd'hui au lancement officiel de la pyramide alimentaire haïtienne. Cet événement représente une étape cruciale et déterminante d'un long processus entamé en 2015 par le ministère de la Santé avec l'appui de l'USAID pour la conception et la diffusion d'un guide de pyramide alimentaire à travers le pays. Ce processus incluait aussi plaidoyer, renforcement des politiques et accompagnement institutionnel. Aujourd'hui, nous célébrons la conception d'une pyramide alimentaire qui combine la science de la nutrition et un modèle d'alimentation saine adapté spécialement pour Haïti. De la nutrition et de la santé joue un rôle primordial en aidant les gens à comprendre et à utiliser cette pyramide. Ainsi, l'USAID l'accompagnera aussi le MSPP dans la prochaine phase qui est la diffusion de cette pyramide alimentaire à travers le pays. J'en profite pour féliciter Dr. Jocelyne Marron de son leadership, son engagement et sa collaboration en tant que chef de file pour faire avancer cette initiative. La solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens a présenté hier vendredi le rapport de sa première observation sur la qualité d'une dizaine de produits et services en vente sur le marché local. Ces produits et services sont entre autres l'eau, la devise, les boissons gazeuses et énergisantes, les produits pétroliers, les matériaux de construction. Le rapport préliminaire de cette observation sera déposé au ministère du Commerce et de l'Industrie pour les suites que le droit a fait savoir Yvener Foster Joseph, porte-parole de Solidarité Active à la lutte des consommateurs haïtiens. Il est au micro de Jean-Wilner Sévère. Mini laboratoire donc laboratoire biochimique et laboratoire informatique, nous travaillons sur plus passé 12 produits. Donc rapport complet à peu près, automatiquement livré, n'a pas cheminé par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour capable faire suivi. Et si le ministère recevoir un rapport, il va faire un lien avec lui. Nous allons utiliser les outils, la loi pour nous capable faire pression sur l'autorité pour nous capable faire suivi à rapport que nous faisons que nous prenons pour la société. Il y a un premier bagage de travail sur lui, c'est dans qui modèle consommateur haïtien a acheté. Tout magasin presque fini affiché prix en dollars. Donc nous avons besoin, je dis à l'État haïtien clair pour le dire nous comme consommateurs dans qui monnaie pour acheter. Est-ce que nous virons en dollars? Premier chapitre de Constitution, article 6, qui pas d'accord mode pratique ça et que l'État lui-même est favorisé. Donc ce premier rapport capable de cheminer par le ministère du Commerce. Nous avons dans sa loi et que rapport ça nous pas présenter rapport à la presse parce que bon démarche. Nous voulons laisser le ministère du Commerce que nous bail rapport et lui-même pour le faire suivi pour qu'il y ait suivi fait. On a si le ministère du Commerce prend rapport nous il faut l'antiwa, n'a utilisé moyens constitution nous garantit n'a mobilisé mon plus pour demander l'État compte par rapport à rapport ça nous travaillons sur de l'eau. Non seulement un ensemble de l'eau qui va dans la rue un petit sachet qui pas traité du tout produits pétroliers. Ça, c'est un produit très important pour nous et nous avons garanti d'ici août-septembre, nous avons capable clair sur le gaz. Clair pour nous dire, mais qualité de gaz il y a vendre en Haïti. L'affaire Anthony Dumont, accusé d'attouchement sexuel sur une mineure de 11 ans, fille de sa compagne. L'ex-député de Léogane a été renvoyé par devant le tribunal criminel pour y être jugé sans assistance de jury, a décidé le juge Chavan-Etienne en charge de l'instruction du dossier. Dans son ordonnance de renvoi rendue depuis le 16 mai dernier, le magistrat instructeur estime qu'il y a lieu de poursuivre l'inculpé Jean-Baptiste Anthony Dumont pour
avoir commis le crime de viol au préjudice de la mineure le 17 février 2017, mais l'ordonnance n'a été signifiée à la partie demanderesse que le 30 mai dernier a informé la nouvelle assistante responsable de programme au RNDDH, Marie-Rosie Kessner-Auguste du Sénat. Elle a salué le travail du magistrat instructeur et les avancées enregistrées dans ce dossier et dit espérer que l'audience aura lieu très rapidement. La déclaration de Marie-Rosie Kessner-Auguste du Sénat au micro de Diego Scholl. La date 16 mai 2017, cabinet magistrat Chavan Etienne rend ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel siégeant sans assistance de jury à l'encontre de M. Jean-Baptiste Anthony Dumont pour crime de viol sur mineur. Mais là, on dit c'est depuis 16 mai 16 mai 2017, exactement. Mais qui ça qui explique que l'information comme ça était sous silence? Pas oublier que les cabinets d'instruction finissent ordonnance au niveau de l'appareil justice là, ils sont supposés signifier ordonnance là aux deux parties concernées. Et au niveau de RNDDH, nous rendons compte que ordonnance là était signifiée à victime dans la date 30 mai 2017. Donc ça veut dire que les différents contacts qui supposés gagner entre parquet et cabinet d'instruction, c'est lui-même qui fait que nous venons au courant de dossier juste quelques jours après. S'il est vrai que parents victimes dans l'information que le TBR NDDH il était parlé du fait que tu gagné des actes antérieurs à 17 février 2017, mais au niveau de cabinet d'instruction, c'est date que et c'est sous fait qui produit dans date 17 février 2017 que cabinet d'instruction Chita pour les capable de rendre ordonnance de renvoi là. Qui ça qui explique que le cabinet d'instruction pas pris en compte ça t'as passé avant? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'éléments pour considérer ou bien qu'il choisit de minimiser? Là, nous regardons tout ça qui est dans l'ordonnance et que nous essayons de suivre logique du juge d'instruction. Nous pensons que il n'y a pas minimisé les faits qui passaient antérieurement à 17 février. Victime, non, t'es dit RNDDH que 17 février, c'est l'heure, ça nous a dit que l'ité mettait tout dispositif pour être capable d'enregistrer éventuellement ça pas le passer. Donc, c'est parce que enregistrement que assurément victime n'a partagé avec cabinet d'instruction, il parlait de 17 février 2017 et c'est ça qui expliquait que tout au long de l'ordonnance là, où on nous compte, nous-mêmes nous espérons que l'audience va le faire le plus vite que possible. Selon la loi, ou en prison ou en situation de détention préventive et que le dossier au pas devant le cabinet d'instruction ou t'es inculpé, mais à partir du moment où le juge d'instruction émet ordonnance et que les voyons pour juger devant au tribunal, automatiquement ou dépasser stade inculpé à qu'on vient accuser. C'est déjà un capable de dire avancé dans le dossier. Et RNDDH cap ce dossier ça de très près. À qui ça nous attend nous là? Nous attendons un jugement en fait, effectivement. Nous-mêmes nous félicitons magistrat qui vraiment montré qu'il avancé très bien dans le dossier en ce qui a trait au délai. Que l'y respecter et au fait tout que l'y respecter les libertés individuelles et par conséquent droit aux garanties judiciaires de celui-là qui est en prison, à savoir Jean-Baptiste Anthony Dumont, n'attend jugement. Le doyen du tribunal de première instance de Jérémy Maître Kessner Numa tire la sonnette d'alarme face aux problèmes auxquels sa juridiction se trouve confrontée. Maître Numa évoque notamment le dysfonctionnement de pas moins de 3 tribunaux de paix en raison de l'absence de juge, alors que cet autre dispose d'un seul. En ligne, Jean-Garé Joseph. Doyen tribunal civil Jérémy Maître Kessner Numa fait état différents problèmes laïcisme a confronté dans le département de l'Instant. Côté gain plusieurs juridictions qui pas gain juge de paix, c'est le cas pour commune Pestel, de Chiti et Moron. Tribunal de paix ça fermé à cause capri juge gagné 7 tribunaux de paix qui gagnent un green juge sous 3 et gagne 8 autres qui pas gain juge titulaire. Une situation qui pousse doyen paquet Jérémy Maître Kessner Numa demander population puis au prudent pas faire violence pour une protéger l'autre en attendant problème ça résoudre. Nous gagnons 7 tribunaux de paix qui gagnent un seul juge de paix et nous gagnons 8 tribunaux de paix qui pas gagnent juge de paix titulaire. Donc ça c'est un véritable problème lié pour juridiction. Donc c'est une communauté qui livre à lui-même. Donc moi c'est dans le cas ça faut population, faut nous faire très attention, faut être prudent, faut que pas faire violence parce que si il y a une scène de violence dans zone là, nous avons vraiment en difficulté parce que pas gagne juge de paix même pour constater. Dans le coin reculé, des fois pas gagne la police tout, policiers au pas arrivé. Et tout côté. Donc c'est un problème qui est national et pas seulement dans le problème ça. En tout cas, à cause de tension politique qui est trop fort dans la juridiction Pestel, de Chiti et Moron permettent juge de paix ou des étés qui quitter zone. Depuis Jérémy, Jean-Guy Joseph, Vision 2000.
Merci Jean-Gary Joseph. Un forum sur la détention préventive prolongée a été organisé jeudi dernier au Cap-Haïtien. Une quarantaine d'acteurs de l'appareil judiciaire dans le département du Nord ont pris part à ces assises réalisées par la firme Chemonix dans le cadre d'un projet financé par l'USAID. Il s'agissait pour les organisateurs de sensibiliser les participants sur cette problématique et définir ensemble des stratégies pour pallier cette situation en ligne. Jean-Rod Paul. Plus passé, il y a une quarantaine d'acteurs dans le système judiciaire qui est dans la juridiction cap-haïtien, tant que magistrats, commissaires gouvernement, responsables droits monde, policiers, participer dans un forum qui est organisé dans la cité Christophienne, journée jeudi 1er juin 2017. Ça. Forum qui déroulé sous thème map cité, problématique détention préventive prolongée, gain objectif sensibiliser tout acteur qui dans le système et définir ensemble tout alternative qui permettre qui gens a fait détention préventive prolongée à améliorer dans la juridiction cap-haïtien. Fondi ces organisations Chemonix qui gagne un programme qui relève JSSP l'a exécuté sur une période 4 ans dans le couloir cap-haïtien Fort Liberté et c'est USAID qui finance ce programme ça. Coordonnateur régional Chemonix l'a annoncé après forum il y a un suivi Cabral fait pour atteindre l'objectif. Maître Smith Turen. À la fin de rencontre que nous avons aujourd'hui, nous allons instituer un comité de suivi et évaluation. Nous allons impliquer les acteurs dans des marches, étant donné que le problème c'est dans nous lié. Il y a un problème par rapport à délai, il y a un problème structurel, tout nous pas écarter ça. S'il applique la loi, parce qu'il y a un délai que le code fixé, nous pas un problème de détention préventive prolongée. Quelques acteurs, Vision 2000 questionné, bravo pour forum et pour mettre tout pour y appliquer sous terrain. Ça y apprendre l'activité. Donc nous jugeons sont très bonnes journées de travail. En tant que juge, nous pensons que type de réflexion ça, type de travail ça, nous besoin et c'est continuer de nous pour nous combattre dans une formation qui fait là et bon pour nous en tant que magistrat. Ou même personnellement qui profite tirer là-dedans. L'objet de formation son rappel. Il y a pas côté qu'on est oui, parfois qui a échappé. Problème de détention préventive prolongée a été un véritable défi pour l'autorité de la justice dans le Cap-Haïtien puisque selon Maître Smith Turen, toute juridiction Cap-Haïtien dans le domaine ça plus haut par rapport à diverses villes dans le pays, tant que Saint-Marc à Gonaïve. Jean-Rod Paul, Cap-Haïtien, Vision 2000. Merci Jean-Rod Paul. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti a reçu au cours du mois de mai 85 dossiers, dont 72 plaintes pour agression physique, bastonnade, coups, menaces, homicide et viol, selon un bilan présenté hier vendredi par le porte-parole adjoint de l'IGPNH. Jean-Claude Benjamin informe que 77 dossiers ont été traités par les commissions avec 658 actes d'enquête. Selon le commissaire divisionnaire, 80 enquêtes ont été ouvertes alors que 73 dossiers ont été signés et expédiés au directeur général de la PNH. 5 recommandations de renvoi ont été adressées au numéro 1 de la PNH pour perte d'armes, viol, menaces verbales de mort, agression physique et abus d'autorité, a fait savoir Jean-Claude Benjamin. Plusieurs activités ont été réalisées durant le mois de mai, entre autres des séances de formation et un concours de recrutement de nouveaux enquêteurs indiquant que plus d'une dizaine de policiers et responsables de commissariat ont été honorés également pour leur travail. Nous l'écoutons. Pour le mois de mai 2017 à l'inspection générale, plainte que nous recevons pour le mois de mai, il y a un nombre de 72. Parmi plaintes, nous avons 9 pour agression physique, 8 pour bastonnade, 7 pour coup, nous avons 10 pour menace, nous avons 2 plaintes pour homicide, nous avons une plainte pour viol. Nous avons également des plaintes pour abus d'autorité, nous avons une plainte pour dette, nous avons une plainte pour destruction de biens, nous avons une plainte également pour conflit terrien. Donc, il y a un nombre de 72 que nous devons recevoir pour le mois de mai 2017. Acte d'enquête qui est réalisé par les commissions pendant le mois de mai, il y a un nombre de 658. Il y a 148 convocations, 220 auditions, 32 enquêtes de voisinage. Nous avons gagné 9 mesures conservatoires. Nous avons gagné 9 levées de mesures conservatoires. Nous avons gagné tout 9 isolements. Et nous avons gagné 4 levées de mesures d'isolement. Tout acte d'enquête ça permet à la commission de réaliser 77 dossiers. En fait, toute commission ensemble réaliser 77 dossiers et remettre au cabinet de l'inspecteur général en chef. Maintenant, dossier que nous recevons pendant le mois mai, c'est 85. Il y a 80 enquêtes qui
l'ouvri, gagné tout 73 dossiers que l'inspecteur général en chef signé et voyé par le directeur général. Parmi 73 dossiers, ça a gagné 5 recommandations de renvoi. Raison recommandation de renvoi, ça c'est une pour perte d'âme, une pour viol, une pour menace verbale de mort suivie de coups de semonce, une pour agression physique et l'autre pour abus d'autorité. Nous disons déjà qu'il y a 9 isolements. Et isolement, ça y est, une c'est pour braquage, une c'est pour voie de fait suivi de blessures et détention illégale d'armes à feu. 3 isolements, c'était pour homicide. Un isolement, c'était pour vol de motocyclette. Une c'était pour tir injustifié. Et il y a 2 personnes qui étaient en isolement dans le cadre d'évasion dérivée pénitentiaire nationale. Les dossiers traités, signés et expédiés au directeur général, nous disons déjà au nombre de 73 pour le mois de mai. Éléments de recommandation qui dans le dossier SAO, nous avons 5 recommandations de renvoi, 5 mises en disponibilité, nous avons 25 suspensions. Donc c'est ça qui est plus gros dans les recommandations. Certaines activités que l'IGPNH a réalisées pour le mois de mai 2017, le 5 mai, c'était un concours que nous avons organisé ici en vue de recruter de nouveaux enquêteurs. Le 7 mai, c'était la supervision des examens pour la 29e promotion. Donc l'IGPNH ne prend pas à supervision d'examen SAO. Le 10 mai, c'était participation de l'inspecteur général en chef dans la présentation de proposition loi Parlement sur la propriété foncière et l'usage d'armes à feu. Le 16 mai, c'était en séance de travail ici avec l'unité de Vétine de la MINUSTAH. Le 21 mai, c'était la supervision de la rentrée à l'école de police de la 28e promotion. On a pour profiter de notre promotion, ça, nous avons 1042 personnes qui sont dans l'école de police, il y a 913 garçons et il y a 129 femmes. Le 26 mai, il y a une formation dans la direction départementale de la Grandance et séance de formation, ça, c'était sur les techniques d'investigation, sur la protection des mineurs et sur la procédure pénale. Pendant qu'on a parlé de policiers qui, en fait, sanctionnés négativement, mais nous faisons le devoir tout pour nous parler de policiers qui étaient sanctionnés positivement, soit des policiers qui recevoir des lettres de félicitations. Nous, il y a DDO, Direction départementale de l'Ouest, il y a 4 policiers qui ont été félicités. Et Direction départementale Nord-Ouest, il y a 2 policiers qui ont été félicités, c'est 2 26e. Direction départementale Grandance, félicité 6 policiers. Direction départementale Nord-Est, il félicité 3. Il y a Direction départementale des NIP qui félicitait 1 policier, c'est le responsable du commissariat de Paradère. Le policier ayant suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux la semaine dernière pour avoir transporté 3 personnes sur une motocyclette a été sanctionné, informe le porte-parole adjoint de l'IGPNH. Le commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin indique par ailleurs qu'aucune plainte n'a été déposée à l'inspection générale contre des policiers accusés d'avoir maltraité des ouvriers des usines textiles lors des récents mouvements de protestation à la capitale. Nous l'écoutons à nouveau. Photo, c'est une image qui fait le tour des réseaux sociaux. C'est un policier qui portait 4 personnes malheureusement sous en motocyclette. Nous estimons que ça fait scandale l'ancien PNH. Nous avons cherché policier ça et nous estimons que c'est en violation premièrement à la circulation, mais aussi en violation à la règle de déontologie policière. Le policier ça, c'est un policier qui est sanctionné. Normalement, si nous cherchons, nous commettons faute. Qui dit qu'il y a faute, dit aussi automatiquement qu'il y a sanction. Donc il a été sanctionné pour cette faute. Il est dans le jeu conservatoire ici à l'inspection générale. Que jusqu'à présent, nous n'avons pas recevoir aucune plainte dans 4 dossiers. Donc dans le dossier, ça il y a effectivement 2 policiers qui en mesure conservatoire ici, mais le dossier a traité nous à un très haut niveau là-dedans, nous presque fini avec. Une rencontre hier entre le ministre de l'Environnement Pierre-Simon Georges et des entrepreneurs a failli tourner au vinaigre. Des individus très menaçants ont fait irruption sur la cour du ministère en vue d'exiger qu'ils soient rémunérés pour les services rendus à l'équipe au pouvoir. Ces individus qui ont exhibé par moments des chargeurs d'armes à feu avaient même agressé des journalistes. La situation allait revenir au calme suite à l'intervention d'agents de la PNH, le ministre Pierre-Simon Georges. Privé parmi vous qui a l'opportunité, la capacité de nous accueillir pour la 3e réunion, je serais heureux que ce soit fait chez vous. C'est dans le but d'harmoniser, de continuer à harmoniser, n'est-ce pas, cette relation. Bonjour commissaire. Oui, ça va. Écoutez donc commissaire, j'ai là avec moi quelques membres du secteur privé et à ma qualité de ministre, je suis responsable de leur sécurité. Je ne saurais accepter en aucun cas que mon ministère soit envahi par des bandits mettant en péril la sécurité, n'est-ce pas, de mes invités. Pas encore.
Merci, monsieur le commissaire. Vérifiez avec lui s'ils sont déjà arrivés. Et je suis seul. Comme vous avez constaté, nous sommes dans une situation très particulière, je dirais cocasse. Le peuple a voté en fonction du changement qu'il dit désirer. Et pourtant, c'est comme si nous avons remarqué, pas une personne vraie dans le pays qui a besoin de changement ça. Comment nous comprenons par exemple que le ministre entre dans le ministère, dans une situation d'Akabdou austère depuis mars, tout fonds ministère, tout crédit ministère fini. Et tout le monde comprend, tout le monde entendait, n'a soupiré après ça un budget rectificatif qui peut jamais faire. Et aujourd'hui, même les gens qui ont demandé au changement, qui ont demandé pour la situation à changer, qui ont demandé pour ceci, cela fait, etc., ils sont là chaque jour. C'est même pas pour demander du travail, même si vous n'avez pas gagné pour Bayo, mais vous cherchez à comprendre. C'est pour ransommer. La plupart d'entre eux, particulièrement ceux-là qui sont là, ils ont en main un projet. Chaque monde classe a un projet dans main. Où est-ce que ce projet va être exécuté? Vous ne savez pas. Or, nous autres, au ministère, nous ne dirons pas de l'argent. Le ministère de l'Environnement, pas bail ni chèque, ni cash. Et comment expliquer ça à ces gens? Il n'y a pas ni oreilles pour comprendre, etc. Donc nous sommes dans une situation extraordinaire. Extraordinaire. Que je ne sais pas comment on va s'en sortir. Revenons à nos moutons. Le 5 juin prochain, soit lundi, c'est le jour consacré à l'environnement. Je ferai peut-être demain ou après-demain une adresse à la nation, invitant tout le monde, du président de la République au plus humble des citoyens, à poser une action respectueuse de l'environnement. Je ne voudrais pas que c'est dans la radio, bien dans la télévision, mes proches partenaires que vous êtes, va le tendre, bénisse là, inviter tout le monde à faire une action. Nous avons déjà eu une réunion, nous avons déjà travaillé ensemble. Vous êtes aujourd'hui partenaire du ministère de l'Environnement. Donc, je tenais à vous avoir pour vous dire que nous sommes préoccupés à ce que durant ce mois, tout le monde fasse bagage. J'en profite pour vous dire que c'est toujours dans les vieilles habitudes. Et tout ce que vous entendez là autour de vous, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est toujours dans ces vieilles habitudes. Le ministre de l'Environnement Pierre Simon Georges, une délégation de professionnels de la diaspora haïtienne était hier vendredi au Parlement en vue de s'enquérir des actions des parlementaires en faveur de la diaspora, a rapporté le vice-président du Sénat Jean-Marie Salomon. L'occasion pour la délégation de poursuivre le plaidoyer en faveur de l'implication effective de la diaspora haïtienne dans la vie sociale, politique et économique du pays, informe l'élu du Sud qui reconnaît la nécessité d'intégrer les compatriotes de l'étranger dans les instances décisionnelles du pays. Écoutez les précisions du sénateur Jean-Marie Salomon au micro de Yandy Franz Fedel. Il s'agit d'une délégation de professionnels de la diaspora haïtienne. Donc ils sont en visite en Haïti, particulièrement au niveau du Sénat de la République, pour s'enquérir des différentes informations à propos de notre évolution en tant que parlementaire et qu'est-ce qu'il y a en quelque sorte comme espoir pour la diaspora haïtienne. Nous connaissons très bien que la diaspora haïtienne, c'est pilier économie pays. Et puisque c'est pilier économie pays, nous ne sommes pas capables d'exclure de l'initiative que nous prenons au niveau du Parlement. D'ailleurs, nous sommes des mandataires, mais nous pas seulement mandataires de monde qui vivent en Haïti. Nous gagnons haïtiens en diaspora, nous sommes mandataires de tout. Et que je dis, tu as une rencontre qui est très fructueuse, tu as de très grands débats, tels que par exemple, pour qui ça pas gagné une commission de la diaspora au niveau du Sénat de la République, pour qui ça pas gagné tout, des sénateurs haïtiens de la diaspora qui représentaient la diaspora. Donc c'est une très belle rencontre et tu as gagné divers collègues qui étaient là, et parmi lesquels le sénateur Naoun Marcellus et le premier secrétaire du Sénat, notre collègue Dieudonne Lumaïtienne. Encore une fois, donc nous te font très bon débat. Et débat ça va gagner, on suivi qu'a fait. Est-ce que des promesses qui fait diaspora ou bien des engagements qui prend formellement qui prend avec eux? Pas qu'on gagne des engagements formels, mais cependant des promesses il y en a eu. Qui ça revendication diaspora haïtienne? Premièrement, c'est faire en sorte que intégrer la vie politique de ce pays, la vie sociale de ce pays, la vie économique de ce pays. Parce que le problème que nous gagnons, très souvent nous sous de bœuf là, mais n'a pas les mal. On ne peut pas couper une branche sur laquelle on est assis. Diaspora en pilant nous. Puis folle nous en Haïti dépend de eux. Et bien je dis, nous pas qu'à exclure dans vie sociale et politique pays. Pour représentation diaspora dans le niveau parlement, ça c'est un problème constitutionnel. Parce que là, dans l'amendement constitutionnel, là nous prévoyons qu'on aborde des questions ça. Tout à fait, tout à fait.
La sénatrice du Nord, Dieudonne Luma-Etienne, annonce la mise en place sous peu d'une commission chargée des relations entre le Sénat et la diaspora. Son collègue Naroun Marcellus, qui se félicite de cette rencontre, informe qu'une nouvelle réunion est prévue lundi avec la délégation en vue de définir un calendrier de travail sur les efforts à faire pour établir des relations solides entre Haïti et sa diaspora. Dieudonne Luma-Etienne, suivi de Naroun Marcellus, toujours au micro de Yandy France Fidèle. Association de professionnels, c'est NAHP. Président Lila, il était accompagné de plusieurs professionnels, femmes de garçons. Une délégation qui était venue garder comment il y a une meilleure collaboration avec 50e. Parce que nous avons remarqué, depuis nous venons, nous avons fait des voyages, nous avons participé par exemple à Tallahassee avec le sénateur Daphne Campbell, nous avons New York, nous avons différents côtés. Donc, eux-mêmes, ils voulaient comprendre est-ce que c'est nous juste fait voyage ou bien est-ce que nous voulons chita son collaboration soutenue avec la diaspora haïtienne, puisque jeune dis là, pas un monde qui a nié diaspora haïtienne. Moi-même, je dis, un sénateur, certes, mais diaspora joue un gros rôle, puisque et c'est ce frère qui est à l'étranger, qui t'a payé l'école moins, qui t'a payé des mamans, papa, qui t'a cultivé la terre. Donc ça veut dire ou pas qu'à ignorer force diaspora. Donc moi, encore une fois, remercier pour présence et moi content tout l'idée qui j'ai amené à partir de rencontre ça pour que définitivement nous capables de doter Sénat de une commission qui pourra charger de relations solides entre Sénat républicain et diaspora haïtienne. Dans le temps et que vous avez trouvé des organisations de diaspora qui plaignent, si vous avez des problèmes, machine vous pas dédouaner, vous avez des problèmes, non, aujourd'hui là c'est des cadres qui viennent, c'est vrai que qui viennent garder avec nous aux lois que nous avons votées et que nous n'étions pas là avec eux sur nécessité pour que Jean sénateur évoque une commission qui formée et que demander et groupe qui viennent pour permettre que lundi avant que vous partiez nous faisons séance de travail avec eux pour nous déterminer un calendrier de travail qui va dire toujours à côté nous pour aller qui ça que nous ca utile qui ça yo même tout ca utile nous parce que du point de vue technologique il y a expertise par yo et que même proposer pour que des commissions qui formées soit dans niveau éducation dans niveau santé dans tout ça que diaspora a comme expertise parce que on est dans les années 60 dans pile cadre qui était allé de yo ça fait que pays a vinn gon faible structurellement. De son côté, Serge Renaud, président de l'Alliance nationale pour l'avancement des professionnels haïtiens, a indiqué que cette visite de 2 jours a permis à la délégation d'explorer les champs dans lesquels la diaspora pourrait éventuellement intervenir dans le pays. Selon Serge Renaud, la diaspora désire mettre sa compétence au service du pays. Ces déclarations au micro de Yandy France Fidèle. Si on plaisir, bon, NHP était venu dans le cadre non seulement pour essayer de comprendre qui demande qui existait au niveau du Sénat, comment que nous-mêmes nous sommes capables d'aider parce que nous-mêmes nous avons un talent qui est vraiment élevé et qui est vraiment prêt pour venir de Haïti, mais cependant pas une infrastructure qui existait pour l'aider. Il n'y a pas qui côté pour relayer, qui est pour contacter. Dans quel domaine nous souhaitons écoute main? Bon, il doit tout domaine. So, nous allons essayer de faire comme on dit ça et essayer de comprendre qui demande directement qui a besoin et à partir de ça, nous-mêmes nous allons travailler sur ça pour nous voir comment que nous pouvons aider au répondre. Ça NHP a voulu dire. NHP qui voulait dire National Alliance for the Advancement of Haitian Professionals, qui est basé pour aider professionnels aux États-Unis et puis investisseurs et qui intéressés viennent investir en Haïti. Ça représente nous au niveau parlement, est-ce que quand même c'est tout un débat? Est-ce que nous comptons participer dans le débat ça pour le 11e département à représenter dans le niveau parlement? C'est toujours un désir pour diaspora dans le sens que diaspora investit en Haïti. Et il faut comme en Haïti, bon, sénateur ça dit très bien, nous pas cacher sous dos bœuf là et puis n'a pas le mal. Donc si on désire pour diaspora, je pense qu'il y a des collaborations pour le faire, il y a des discussions pour le faire et puis à partir de ça pour nous décider ensemble. Vous groupez combien de membres dans ce nous? Et qui viennent là? Association. Bon, association, bon, et membres et qui payent. Nous avons fait plus que 400 combien, mais conférences que nous organisons chaque année, c'est nous sommes capables de dire à partir de 500 professionnels chaque année, et puis qui conversion divisée plus que 20 000 Haïtiens professionnels qui recevront information. Mis à part le Sénat, nous avons l'autre institution à visiter? Oui, nous avons l'autre institution, par exemple, nous allons visiter le secteur privé là, c'est maintenant. Hier, nous avons un membre secteur privé et puis l'autre membre qui existait dans le gouvernement aussi. Vous séjournez en Haïti pour combien de temps?
Bon, et c'est une mission de 2 jours et 1er juin et 2 juin. Je dis à fin mission. Autre information, le communicateur social Joël Lorquet qui intervenait autour du thème Impact des nouvelles technologies sur la documentation, leur rôle dans le développement socio-économique d'Haïti, affirme que les nouvelles technologies de l'information et de communication peuvent grandement contribuer au développement du pays. Joël Lorquet répond à Dominique Jean-Baptiste. Au fur et à mesure que l'homme évolue, transmission des connaissances devient changer. À part du livre, avec l'imprimerie maintenant qui a été inventée, ça a permis à l'homme maintenant de pouvoir multiplier les livres. Avec le progrès qui s'effectue au niveau des NTIC, le livre n'est pas forcément un livre papier. Effectivement, il y a un facteur économique, ça permet de développer une communauté parce que les NTIC aujourd'hui ont amené la création d'emplois, au cap de travail à distance, ça amène beaucoup de progrès. Et je dis, par exemple, je sais très bien, l'autre fois pas de téléphone dans le pays, mais je dis, si tu es à la campagne et au cap de tête au monde et puis au téléphone, au cap communiquer. S'il y a un problème, on peut rapidement alerter les autorités qui peuvent intervenir pour aider les communautaires. Les NTIC, il ne faut pas l'ignorer et il faudrait que les autorités étatiques puissent supporter cette nouvelle technologie. Alors, vous parlez de progrès ou nouvelles technologies Internet ne pas remplacer le livre. Donc, comment nous-mêmes en Haïti, nous sommes supposés utiliser les outils pour bénéfique vraiment pour nous? Il faut l'utiliser de manière efficace et efficiente. Par exemple, un problème grave qui actuellement au niveau des WhatsApp, vous remarquez que par exemple, à plusieurs fois, on a envoyé des messages qu'il faut, ça c'est très dangereux, qu'il faut utiliser à bon escient. Donc il faudrait être responsable. Le citoyen soit responsable, que chaque Haïtien soit responsable pour pouvoir participer à l'émancipation des réseaux sociaux. Mais maintenant, le rôle des nouvelles technologies dans le développement socio-économique du pays. C'est un facteur qui permet à un pays de développer. Le progrès, il y a 2 facteurs. Il y a un facteur positif et négatif. Tout progrès, toute invention